1 litre d'eau en bouteille, en moyenne, Et 240 000 microplastiques. C'était même pas des microplastiques, 90% c'était des nanoplastiques. Personne ne sait vraiment fondamentalement ce qu'il y a dans l'eau du robinet ou Complètement. même dans l'eau en bouteille. On se base juste sur un seul composé, qui est le TFA. Ce PFAS-là, il y a 92% des eaux qui sont contaminées. Ces seuils-là, ils sont par défaut définis, pour la majorité des molécules qui sont citées, à 0,1 microgramme par litre. Et ça, c'était basé sur ce que les instruments pouvaient mesurer dans les années 80. En fait, ça va s'accumuler dans le corps, c'est ça aussi le problème. Et il y a un effet qui pourra apparaître à un certain dosage. Si on devait définir une norme santé, ce serait 0. Ok. Mais c'est pas atteignable, il y a personne qui a 0. J'ai le plaisir de recevoir Alex, le fondateur de Skooma Water. Alex, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Skooma Water et un peu ton parcours et comment tu en es venu à fonder Skooma? Bien sûr, merci Max. Moi c'est Alex, fondateur de Skooma. On est une boîte anglaise où on focus sur la purification de l'eau et ensuite de rajouter certaines choses à l'eau qui sont bénéfiques pour la santé. En gros, c'est ça. On a commencé en 2019, mais on a lancé la boîte en 2023. On est primordialement en Angleterre, mais on a aussi beaucoup d'activités ici en France et dans le reste de l'Europe. Ok, et c'était quoi le problème que vous vouliez résoudre au départ avec Skooma? La vraie, tu veux la vraie Oui. histoire? En gros, quand j'étudiais... Toujours la vraie histoire. Toujours la vraie histoire. Quand j'étudiais au Canada, je faisais mon bachelor d'ingénierie et j'avais commencé une boîte, en gros, j'utilise des lentilles de contact. D'accord. Et c'était en fait une machine pour purifier l'eau et ensuite rajouter des choses dans l'eau pour pouvoir désinfecter les lentilles. D'accord. Ça avait commencé comme ça. Moi, j'aime beaucoup construire des choses et faire des choses. J'avais fait le prototype de ça, etc. Après, levée de fonds et tout et tout. Et c'était pas un truc qui m'excitait tellement que ça. Et aussi, les gens autour, c'est pas un truc que les gens, ils relate beaucoup. Ils se mettent derrière beaucoup. Et donc, après, quand j'ai bougé à Londres, j'ai fait partie d'un accélérateur. Et j'avais fait l'application avec cette idée-là initialement. Et juste 30 minutes avant de présenter, j'avais totalement changé le truc en changeant le problème, que ce soit un problème plus d'optimisation de la santé. Et plus, parce qu'au final, personne vraiment sait ce qu'il y a dans l'eau, personne vraiment comprend ça. Et peu importe dans quel pays, c'est un peu une problématique beaucoup plus générale. Donc, ça s'appliquait beaucoup plus à l'Angleterre et dans le reste du monde. C'est comme ça que ça a commencé. Trop bien, merci. Et notre deuxième invité, c'est le docteur Christian Boyer. Merci d'être là déjà. Christian. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens, ton parcours et tes spécialités et pourquoi tu es là aujourd'hui? Du coup, comment ça te raccroche à notre sujet autour de l'eau et de la qualité de l'eau? Je vais essayer de résumer rapidement mon parcours parce que je suis un peu faufilé dans plusieurs branches, mais en gros, moi, je suis de formation plutôt nutritionniste et puis après, j'ai fait différentes études dans le domaine de la biologie, de la biologie cellulaire. Je suis docteur en biologie de la santé et en physiologie humaine aussi, avec une spécialité en nutrition. Et je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est autour du microbiote intestinal. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Okay. J'ai aussi fait un petit peu de recherche là-dessus, parce que j'ai fait de la recherche académique. On va dire que pourquoi je suis là aujourd'hui, alors ça c'est une bonne question. C'est parce que au-delà de, j'ai envie de dire que c'est qu'au-delà de la nutrition, mon intérêt se porte aussi aujourd'hui sur l'eau et notamment sur la qualité de l'eau, puisque aujourd'hui tout le monde parle d'alimentation, tout le monde sait maintenant, on va dire, on a des discours assez régulièrement pour nous dire qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Donc maintenant les gens ont quand même conscience de ce qu'il faut privilégier, de ce qu'il faut éviter. On parle beaucoup de ce qu'on mange, mais on parle beaucoup moins de ce qu'on boit. Oui, c'est vrai. Ils ont conscience, mais pour m'être baladé un peu dans des supermarchés et des choses comme ça, même si on a conscience, on n'est pas encore dans l'application. Mais il est vrai que le sujet eau est un énorme sujet pour les gens qui nous écoutent, notamment. Pour moi, c'est un vrai intérêt. On est hyper stressé par la qualité de l'eau, on nous en parle souvent, donc je suis ravi de te recevoir dans ce podcast pour parler de ce sujet. Si je peux aussi rajouter, c'est même plus que l'eau, c'est l'hydratation en général. Il n'y a jamais autant qu'aujourd'hui des marques d'électrolytes, etc. Partout où on part. Je suis ravi d'en discuter et de comprendre un peu ce que ça veut dire ces électrolytes et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire l'hydratation en général. Mais j'avais une première question pour commencer, c'était de comprendre. Donc en France, on dit que, et dans certains pays, il y a des pays à l'étranger où on va se balader et on nous dit il ne faut pas boire l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Et en France, on parle d'une eau potable. Donc juste, mais qu'on refasse un peu le parcours et ce que ça veut dire une eau potable aujourd'hui. Non, c'est une bonne question et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, que personne ne sait vraiment fondamentalement ce qu'il y a dans l'eau
du robinet ou même dans l'eau en bouteille, etc. etc. Pour répondre à la question, ça dépend on parle de quel pays. Chaque pays est différent et même chaque région est différente d'où l'eau est puisée. D'accord. Donc, ça peut être par exemple de l'eau dessalinée, par exemple dans le Moyen-Orient, etc. Et où la composition de l'eau au robinet que tu auras est très différente qu'une eau ici, par exemple, prise de la rivière ou d'une nappe souterraine. Normalement, ce qui se passe, c'est prélevé et ensuite, ça passe par du traitement. Donc, c'est différentes sortes de traitements et même les eaux usées peuvent être réutilisées pour de l'eau potable. Ça, c'est pas un truc qui est méconnu. Donc, il y a tout ça. Il y a station d'épuration, station de purification ou traitement des eaux. Et après ça, l'eau passe par une infrastructure qui est, dans la majorité des cas, très ancienne. Parce que c'est des cheminements qui se sont faits il y a beaucoup d'années. Donc, les normes, par exemple, de ces infrastructures-là ont changé aussi depuis. Par exemple, il y avait l'utilisation de cuivre, il y avait beaucoup d'utilisations dans le passé qui ne se font plus depuis les débuts des années 2000. Donc, ces infrastructures, elles peuvent affecter la qualité de l'eau? Oui. Donc, le point important, c'est que l'eau est le solvant universel. En gros, n'importe quoi que tu mets en contact de l'eau réagit avec. Plus ou moins de extend. Tu mets un morceau de métal, un morceau de plastique, whatever, ça réagit avec l'eau. Donc, partant de ce principe-là, quand l'eau, elle passe par une tuyauterie ou elle est en contact avec certains matériaux dans son cheminement jusqu'à la maison, ça aura un impact sur la composition de l'eau. Et ce n'est pas des choses, encore une fois, pour faire peur aux personnes, aux gens qui écoutent et aux gens qui s'intéressent au sujet, mais c'est important d'être aware, d'être au courant de ces choses-là, de ce qui peut être dans l'eau. Et la réglementation augmente de plus en plus parce qu'on découvre de plus en plus des nouvelles choses qui peuvent être mises dans l'eau, qui sont aujourd'hui, mais qui n'y étaient pas il y a quelques années. Avant l'industrialisation. Et personne n'aurait parlé de PFAS, personne n'aurait parlé de microplastics, etc. etc. C'est vraiment ça le sujet. Et tout ce qu'on fait dans notre environnement finit dans, et je suis sûr le docteur Christian va aussi en parler, dans notre nourriture, dans notre eau, etc. Nous, ce qu'on voulait faire avec Skooma, c'est vraiment optimiser l'eau des gens, l'hydratation des gens, de la façon la plus transparente pour donner le contrôle au client, à l'utilisateur. Sur son eau. C'est ça, sur lui, au lieu de dire probabilité est que le gouvernement a déjà ciblé ça et c'est bon pour moi de consommer. Et d'un point de vue conformité légale, ça veut dire quoi une eau potable? On a des réglementations en France qui définissent ce que c'est une eau potable. On peut faire confiance à l'eau du robinet. Comment ils font pour savoir la qualité de l'eau d'ailleurs? Est-ce qu'elle est testée régulièrement? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, déjà ce qu'on entend par eau conforme ou potable, c'est une eau qui ne présente pas de danger pour la santé. Et donc c'est une eau qui est conforme aux réglementations des codes en fait, de la santé publique. Donc il y a des règlements et il y a des paramètres qui sont définis. L'eau, surtout en France, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement quand même contrôlé par des analyses régulières. Et d'ailleurs, sur les codes de la santé publique, on a à peu près plus de 50 paramètres qui sont testés. Et les paramètres sont extrêmement larges. Ça va être des paramètres microbiologiques. On vérifie qu'il y a l'absence de germes pathogènes, par exemple, dans l'eau. Ça, c'est la première des choses. On vérifie aussi l'aspect physico-chimique, le pH, les minéraux qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a des fois certaines eaux qui sont trop minéralisées, qui pourraient être déclarées non conformes et donc du coup non potables. Même si dans l'immédiat, elles ne présentent pas de risque pour la santé, mais en fait, la teneur des minéraux de l'eau est quand même contrôlée. On a aussi des paramètres purement chimiques, donc on contrôle quand même la présence de certains résidus comme les nitrates, les résidus de traitement aussi, tout ce qui est résidus sous-produits chlorés, par exemple, ça va être analysé pour vérifier qu'il n'y en ait pas trop. Et on a aussi des contrôles dits organoleptiques. On va regarder, on va tester le goût, l'odeur de l'eau, la couleur. On ne rendra pas une eau conforme, par exemple, du robinet qui aurait une couleur rouge. Donc il y a tous ces paramètres-là qui sont analysés. Ça ferait un peu peur. Effectivement. Effectivement. Et elle pourrait être consommable si elle était rouge? Alors, il y a des eaux qu'on appelle, qui sont un petit peu rouges, qui sont ferrugineuses, justement. Bon, ça, c'est des eaux qu'on trouve comme ça, on va dire, si on va se balader en montagne, dans des endroits où on va trouver des sources d'eau ferrugineuses, mais elles ne sont pas, on va dire, distribuées comme ça au robinet, justement. Donc, voilà, il y a quand même, il faut rassurer sur le fait que une eau potable, c'est une eau qui ne présente pas de risque immédiat pour la santé. On peut la boire, sans problème. D'ailleurs, on n'a jamais entendu quelqu'un, en France du moins, on va dire,
suite à la prise d'eau potable justement du robinet, qui derrière est mort, a été contaminé. Donc on peut quand même être rassuré sur le fait qu'il y a des contrôles. Il y a l'eau de Paris par exemple est d'une eau qui est extrêmement contrôlée, mais même dans les autres villes. Les contrôles sont faits aussi ils sont faits par les infrastructures il y a des contrôles quotidiens en fait dans les infrastructures même qui vont venir filtrer et traiter en fait l'eau. Donc il y a des contrôles quotidiens tous les jours. Mais après, il y a des contrôles aussi qui sont, la plupart des contrôles réglementaires, c'est fait par le ministre de la Santé et avec les agences régionales de santé, en fait, l'ARS. Donc il y a des contrôles permanents et on peut avoir accès d'ailleurs à ces données, à ces contrôles. Elles sont accessibles. Ils sont accessibles à tout le monde. On va dans la mairie de sa commune, on peut avoir accès, c'est obligatoire en fait d'avoir accès aux analyses en fait des eaux. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que les molécules qui sont, on va dire, catégorisées comme dangereuses ont un seuil qui est, par exemple, ce qui est au-dessus de ça n'est pas acceptable et ce qui est en dessous de ça, c'est acceptable. Ces seuils-là, ils sont par défaut définis pour la majorité des molécules qui sont citées à 0,1 microgramme par litre. Et ça, c'était basé sur ce que les instruments pouvaient mesurer dans les années 80. Et pour ces molécules-là, les molécules qui ont des études toxicologiques prouvaient qu'il y a un effet au bout de, par exemple, 0,2, 0,3. Là, à ce moment-là, ils changent la limite acceptable. Et juste pour revenir sur un point du docteur Christian, c'est que oui, les prélèvements sont faits par la commune, etc., mais il y a une différence entre les prélèvements pris par la commune et ce qui est dans l'eau du robinet au final. Parce qu'il y a, comme ce que je disais tout à l'heure, ce cheminement d'eau qui varie drastiquement entre une maison et une autre. Et entre une maison qui est dans la campagne aura une différente composition que quelque chose en ville. Ok. Mais donc du coup, pour éclairer un peu les gens qui nous écoutent, c'est quoi les grandes familles de produits, de composants qu'on peut retrouver dans l'eau? Tu parlais de l'EPAS, tu parlais de chloride, il y a aussi tout ce qui est nitrate. J'imagine que globalement, c'est quoi les grosses familles qu'on retrouve? Alors, si on parle composés chimiques dans l'eau, on pourrait déjà partir sur les composés non problématiques, naturels, c'est les minéraux. Donc une eau contient des minéraux, calcium, magnésium, potassium, etc. Là, ce ne sont pas des éléments problématiques. Donc ça, ce sont des éléments minéraux naturellement présents, non problématiques. C'est les fameux électrolytes. Voilà, c'est ça. Globalement. C'est les fameux électrolytes. C'est les fameux électrolytes qu'après, on va essayer de renforcer plus tard, mais on en reparlera, mais ok. C'est les minéraux qu'on a. Ça, normal, il y en a dans l'eau, il en faut d'ailleurs, il faut qu'il y en ait dans l'eau. Parce que l'eau, c'est pas juste une molécule d'eau, H2O, c'est l'eau, elle est vectrice aussi justement de minéraux, et ces minéraux sont dissous dans l'eau, et justement, quand on boit de l'eau, le fait de s'hydrater, le mot s'hydrater, c'est pas juste boire de l'eau, c'est aussi d'apporter des minéraux. Et cet ensemble-là qui hydrate vraiment. Et donc ça, c'est les composés minéraux, ça on trouve dans toutes les eaux, qu'elles soient puisées dans une nappe phréatique ou des eaux de surface. Ça, c'est clair, il y en a dans toutes les eaux. Et c'est pas un problème. Sauf les eaux déminéralisées. Oui, alors il y a les eaux déminéralisées. Mais on en reparlera. Mais ok. Là, on a enlevé les minéraux. On a enlevé les minéraux. Et normalement, on dit qu'il faut pas les boire. Mais pas en consommation courante, effectivement. On en reparlera après sur l'histoire de l'osmose inversée. Mais ok. Donc ça, c'est toutes les eaux en ont. C'est ça. Et ensuite, après, il y a ce qu'on va dire des polluants ou des substances dites indésirables, donc des substances qu'on aimerait ne pas avoir, mais malheureusement on les a, et ça, il y a toutes les eaux, il n'y a pas une seule eau sur notre Terre à l'heure actuelle qui n'est pas au moins contaminée par un polluant. Toutes les nappes phréatiques sont polluées, toutes les eaux, quand je dis elles sont polluées, c'est qu'on détecte des composants. Dans les composants qu'on peut trouver, on a tout ce qui est nitrate, phosphate par exemple, les nitrates qui peuvent provenir principalement en fait de l'agriculture, de l'élevage aussi, par exemple des élevages de porc. Donc ça, c'est en fait les agriculteurs qui ont répandu ce genre de produits, et les produits se sont déversés dans les... Enfin, déversés. On finit par les engrais qu'on utilise, par exemple. Qui finissent par arriver dans les nappes phréatiques. Ou aller dans les rivières ou des choses comme ça. Exactement. C'est ça ? Et surtout, juste si je peux rajouter, la France est le premier consommateur d'Europe de pesticides. C'est pour ça que la réglementation est aussi différente de pays en pays. Donc là, c'était les engrais. Pesticides, c'est encore un tout petit peu différent. Mais c'est les produits, effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Alex, c'est que, on trouve, comme j'ai dit, des nitrates, des phosphates, par exemple, dans l'eau. Ils sont contrôlés. D'ailleurs, les nitrates ne doivent pas dépasser une certaine teneur. Il y a une époque où on avait plus de problèmes, notamment en Bretagne, c'est arrivé qu'il y ait des eaux qui étaient déclarées non potables parce que les taux de nitrate étaient trop élevés. On a un peu moins quand même ce problème aujourd'hui parce qu'il y
Il y a eu des choses qui ont été faites justement pour éviter de trop relarguer justement des engrais azotés ou les lisiers de porc notamment, ils posaient problème. Parce qu'en Bretagne, il y a quand même beaucoup d'élevage de porcins et ça peut entraîner des contaminations en nitrate. Et après, il y a les produits pesticides phytosanitaires qu'on retrouve parce qu'on va traiter les cultures. Sauf quand on traite des cultures, ces produits phytosanitaires, ces pesticides, ils se retrouvent dans le sol, ils traversent le sol, ils sont emmenés jusque dans les nappes phréatiques et ils vont aller contaminer les eaux. Donc on retrouve des traces de produits phytosanitaires dans quasiment toutes les eaux. Après, on a aussi d'autres types de polluants. Maintenant, on retrouve aussi des polluants. On a des fameux PFAS, ces fameux polluants éternels. Donc qu'est-ce que c'est un PFAS? PFAS, on préfère dire PFAS parce que si on doit donner le nom de la molécule, c'est les per et polyperfluo. Voilà. Sans donner le nom de la molécule, globalement, ça correspond à quoi? C'est des molécules qu'on appelle du coup des polluants éternels. On les appelle comme ça parce qu'en fait, c'est des molécules qui restent qui sont bioaccumulables. Elles s'accumulent dans l'environnement. Elles sont pour certaines quasiment indestructibles et donc du coup, elles persistent. Ça peut aller de quelques dizaines d'années à même quelques siècles. Et elles viennent d'où? Elles viennent, en fait, principalement, c'est tout le côté industrie en fait, parce que les PFAS sont utilisés en tant qu'imperméabilisants, en tant qu'anti-adhésifs. On a les fameuses poêles Téflon qu'on connaissait. Les poêles Téflon, parce qu'il y avait le fameux PFOA qui était utilisé dans le Téflon, qui a été interdit autour de 2020 en Union européenne, donc du coup en France. Donc maintenant, le PFOA n'est plus utilisé. En fait, les PFAS, il y en a c'est une famille qui est immense. Il y en a des centaines et des centaines de composés. Et donc, même si on interdit le PFOA, il y a toujours des relargages. Et puis même si on l'a interdit, le problème, c'est que ce qui a été utilisé, ce qui a été relargué persiste. C'est là le problème en fait. Parce qu'on peut se dire, quand on interdit une substance, ensuite certaines substances vont ensuite se dégrader ou partir rapidement et d'autres vont persister. Donc là, le problème, c'est que nos enfants et nos petits-enfants auront toujours cette exposition à ces composés-là, qui sont problématiques et qui sont d'ailleurs surveillés. Oui, ils sont testés. Donc, en gros, ils sont testés maintenant. Il y a une vingtaine de PFAS qui sont testés dans l'eau régulièrement. Mais une de mes questions, c'était pourquoi seulement 20 ? Puisque en fait, il en existe des centaines. J'imagine que c'est parce que c'est les plus dangereux, peut-être, qu'on surveille. De ce que moi je sais, c'est les PFAS où il y a des études toxicologiques dessus, prouver qu'il y a un effet néfaste. Et donc après, d'où vient la limite de X, par exemple, nanogrammes par litre d'eau, etc. Ça vient de là. Docteur Christian, il a tout dit dessus. Les deux familles, c'est ça. PFOAs, PFOS, qui viennent, et les poils anti-adhésifs, c'est ça, c'est PFOA. Et ça vient de deux gros, surtout de l'industrie, mais deux grosses marques qui utilisaient. Et ce que j'avais mis ici, c'est en France, c'était Dupont qui en utilisait beaucoup, et aussi 3M, les trucs d'adhésifs. C'est eux vraiment qui sont, on va dire, à l'origine de l'utilisation de ce genre de produit. C'est ça, en France. Et le deuxième, c'est les PFOS, ça c'est les mousses anti-incendie et l'emballage alimentaire. Tout ce qui est les films plastiques et les choses comme ça. C'est ça. Et encore pire, on peut en trouver aussi dans des cosmétiques. Alors peut-être maintenant un petit peu moins. Oui, un petit peu moins, j'ai vu que... Mais... On fait un peu plus attention, mais en fait, en gros, ils sont partout. Ils sont dans les tissus, ils sont dans les emballages alimentaires, ils sont partout en fait. Donc ça commence à faire pas mal de catégories. Il y a d'autres trucs qu'on peut en trouver dans l'eau. Alors il y a aussi, on va tous les lister comme ça, on les aura. On a aussi les métaux lourds. Les métaux lourds qu'on devrait appeler plutôt métaux lourds. On dit métaux lourds, mais c'est pas exactement le terme scientifique. Le terme scientifique, ça serait métaux et métalloïdes toxiques. Mais bon, dans le langage courant, on va parler de métaux lourds, comme le cadmium, le plomb, par exemple, le mercure, qu'on retrouve aussi malheureusement dans les eaux. On a aussi des résidus qui sont les sous-produits de chloration notamment, puisqu'on utilise du chlore pour éviter la contamination. C'est ça, pour éviter, parce que l'eau, une fois qu'elle a été traitée, c'est surtout elle doit être acheminée, donc il y a quand même un trajet pour qu'elle arrive jusqu'au robinet des gens. Il y a aussi une partie de l'eau qui va quand même stagner dans ces canalisations, et donc du coup il faut éviter que quand elle sort de la station de filtration, de là où elle a été traitée, qu'une fois qu'elle arrive au robinet, il y ait des bactéries. Donc du coup on met un petit peu de chlore. Ça peut être traité aussi par ozonation, mais le plus souvent c'est par chloration. Donc ces produits qu'on met, notamment c'est souvent l'hypochlorite de sodium, fameuse eau de Javel par exemple. Et donc du coup c'est... Donc on boit de l'eau de Javel. C'est des petites quantités. Donc du coup c'est des quantités très faibles, ça n'a rien à voir. C'est pas aussi traité que les eaux de piscine. Attention, on sentira jamais une eau du robinet qui sent le chlore quand même. On peut avoir des fois, on se dit c'est un goût de chlore, mais ça on le ressent souvent quand on filtre l'eau et qu'on se remet à boire du robinet. Donc là on ressent des fois le goût du chlore, soi-disant.
Mais voilà, donc il y a des produits qu'on appelle les Ouais. chlorites, qui sont des sous-produits de chloration en fait. Ok. Et donc là, ces produits-là sont retrouvés, sont quand même surveillés, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un peu trop, sinon ça peut provoquer certains problèmes, être irritant. Et on a aussi, dans les composés qu'on peut retrouver, on a potentiellement aussi, ça arrive, des résidus de médicaments. Oui, donc ça c'est assez fou. Ça vient d'où? C'est des eaux usées qui sont retraitées et en fait c'est dans les urines et c'est ça. Moi je prends des médicaments ou même les animaux d'ailleurs puisqu'ils sont traités avec des antibiotiques par exemple. C'est exactement ça. En fait, alors, il y a aussi un autre problème qui est. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire aux gens de surtout pas jeter les médicaments à la poubelle, mais les ramener chez le pharmacien parce qu'ils subissent derrière un vrai traitement. Ils sont acheminés parce que jeter des médicaments à la poubelle, c'est pas anodin. C'est des médicaments qui se retrouvent du coup dans la nature et qu'on va reboire derrière. Oui. Donc, c'est comme quelqu'un qui jette dans la nature un sac plastique, autant qu'il le mange tout de suite parce que ça va se retrouver Oui, ça dans va se l'eau retrouver dans et l'eau. il va manger les microplastiques. Voilà, donc c'est le dernier truc, c'est les Ça microplastiques. aussi, c'est des choses qui peuvent être Ok. retrouvées là-dedans. Waouh, ok. Dans l'eau. Donc Ça fait beaucoup de composés. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Si je peux juste ajouter des trucs, parce qu'encore une fois, Dr Christian, il a tout dit, c'est juste parce que tu avais demandé tout à l'heure l'origine de ces polluants-là. Juste sur les métaux lourds, un truc intéressant, c'était sur le plomb. Donc, en fait, les canalisations et les branchements installés avant 1995, dans les grandes villes surtout, et les bâtiments anciens, sont faits en plomb. Et il y a eu une interdiction en 1995. Oui. Ça, c'était un truc intéressant. C'est vrai qu'on on les remplace depuis 1995. Il y en a de moins en moins, mais il reste toujours des vieux bâtiments. Ouais. En fait, on les remplace beaucoup sur les réseaux publics. Oui. Mais en fait, des fois, il y a des problèmes avec les réseaux privés. Et là, en fait, c'est parce que quand on est dans un immeuble, il faut être sûr que le bailleur a bien fait les changements. Et des fois, on ne sait pas en fait si on a des canalisations au plomb. On a un vieux bâtiment, finalement. Normalement, dans les DPE. Oui. Quand tu achètes un appartement dans les DPE, normalement, on est censé être au courant. Mais c'est vrai que... Et après, est-ce que c'est un critère pour ne pas acheter l'appartement? Souvent pas. Ça peut être problématique. Juste sur les autres contaminants, il y avait juste les microplastiques que tu avais parlé tout à l'heure, qui est quelque chose que maintenant, il y a de plus en plus de conversations autour. Et même les PFAS, c'est depuis 2020. Ça, c'est il y a 6 ans. Avant ça, personne n'en parlait. Et c'est la régulation autour de ça. Par exemple, en Angleterre, ils ne sont pas au niveau de la France. La France, ils ont déjà commencé à répertorier. Ils ont sorti des alarmes, par exemple, dans cette région-là, on ne peut pas consommer l'eau, etc. Alors qu'en Angleterre, il n'y a pas ça. Donc, c'était juste ça, le truc qui manquait, je pense, c'est microplastique, nanoplastique. Ouais. Et aussi, perchlorate, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était dans les nouvelles en France. C'est les résidus de bombes de la Première Guerre mondiale qui, basically, finissent dans l'eau et qui est considéré comme contaminant. Oh là là. Ouais. Il y a tant de bombes que ça de la Première Guerre mondiale? Il y a eu quand même 53 communes de Seine-et-Marne sous recommandation de non-consommation pour nourrissons moins de 6 mois. Ah ça, c'était en 2025, à cause des perchlorates. Intéressant. En fait, ça m'amène à une question qui est, ok, donc il y a tous ces composants dans l'eau. C'est quoi l'impact sur la santé? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est réellement mesuré? Donc, il y a les PFAS qu'on surveille, par exemple, qui... tu disais, il y a des études toxicologiques et cancérologiques. On sait qu'il y a certains, les fameuses poils téflon qui développaient des cancers, enfin qui à surexposition à développer des cancers. À quoi on s'expose quoi, réellement, et c'est quoi les risques? Alors, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Ouais. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand l'eau est déclarée potable, on ne va pas, quand on la boit, développer une maladie, tomber malade, voilà, on va pas mourir d'une infection bactérienne, on va pas, il n'y a pas des niveaux toxiques de polluants, c'est pas intoxiqué au plomb pour faire un saturnisme par exemple en buvant juste 2 verres d'eau. Donc les effets c'est compliqué parce que ils vont potentiellement, déjà si effet il y a, ils vont prendre du temps pour se développer potentiellement. Donc c'est là aussi des fois c'est compliqué de faire les associations parce que quand on prend un composé et que tout de suite on a une maladie qui se déclare ou un problème qui se déclare, on sait voir la toxicité. Mais quand ce composé-là, par exemple, s'accumule et qu'on reboit de l'eau, qu'on mange des aliments qui contiennent des métaux lourds ou des PFAS, mais en fait, ça va s'accumuler dans le corps. C'est ça aussi le problème. Et il y a un effet qui pourra apparaître à un certain dosage. Ça, on le sait. Et on a certaines études épidémiologiques sur certains composés. Donc, il y a des composés dont on sait pertinemment que c'est problématique. Et il y a d'autres composés où on a moins d'études, du moins chez l'homme. Par exemple, les microplastiques. Je vais prendre cet exemple-là. Autant le plomb, le mercure, il n'y a plus aucun doute. Le plomb, le mercure...
on sait que le mercure, notamment le méthylmercure, est neurotoxique. Ça peut affecter le développement de l'enfant. On sait que le plomb, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Ça peut amener une maladie qu'on appelle le saturnisme, d'ailleurs. C'est des fortes expositions au plomb, mais on a les métaux lourds, on a des données solides là-dessus. On a des données solides aussi sur le cadmium, maintenant. C'est toxique pour les reins, fortement pour les reins. Le cadmium aussi, très embêtant pour le tissu osseux. Ça augmente les risques de fragilisation de l'os, d'ostéoporose, etc. Donc il y a des éléments dont on a des données, dont on est sûr. Et il y a d'autres éléments, un peu des nouveaux éléments, comme certains PFAS. On n'a pas encore des études sur tous les PFAS. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'endosse que 20 au niveau de l'Union européenne. C'est ceux qui sont le plus documentés et connus. Mais en fait, on n'en sait rien sur les autres. Les microplastiques et les nanoplastiques, on a surtout des études, en fait, alors, soit in vitro, soit chez l'animal, principalement. Donc, ce que montrent les données, c'est par exemple les microplastiques pourraient provoquer de l'inflammation, un stress oxydant. On a un effet potentiellement néfaste sur le microbiote. Donc ça, c'est un sujet qui me concerne et qui m'intéresse aussi. Donc on a des études qui montrent que les microplastiques pourraient perturber notre microbiote, favoriser le développement de ce qu'on appelle des biofilms et donc du coup des bactéries moins bonnes, on va dire pathobiontes, qui peuvent s'installer et proliférer plus facilement à cause des microplastiques. Donc il y a des effets dont on connaît, des effets dont on connaît moins. Et la problématique aussi, ça, là on a vraiment le moins de réponses, je crois, c'est le fameux effet cocktail. Le cumul en fait de toutes ces molécules. À t'entendre parler, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est une surexposition à un moment donné de certaines quantités ou ou est-ce que l'exposition continue pendant 10 ans ou 20 ans, par exemple, de l'exposition au plomb à une dose très faible, inférieure à ce que la norme, sur 20 ans, est-ce que ça a un impact ou est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est prouvé que non, en fait, à partir du moment où tu restes en dessous d'un seuil, de toute manière, il ne va pas s'accumuler dans ton corps et en fait, elle va être éliminée face à ces PFAS où en fait, eux, on ne sait pas si on les élimine. Enfin, je crois qu'on ne les élimine pas d'ailleurs. Très difficilement. C'est vraiment ça, c'est vraiment la surexposition à un moment donné qui est dangereuse ou est-ce que l'exposition continue à une petite dose peut avoir un impact? Est-ce que c'est documenté ça aujourd'hui ou... Alors, l'exposition, lorsqu'elle est, par exemple, les métaux lourds, lorsqu'elle est extrêmement importante, on a du coup ce qu'on appelle une intoxication aiguë. Là, on peut développer une pathologie très rapidement. Mais ça, c'est une intoxication aiguë qui reste relativement rare, si ce n'est dans les milieux professionnels. Là, il y a des métiers où des gens travaillent en fait en contact avec dans la sidérurgie, dans certaines types de métiers. Le plomb, avant il y avait aussi des peintures qui étaient au plomb, tout ce qui était à base de céramique. Donc il y a des gens en fonction de leur milieu professionnel qui peuvent être exposés. La plupart des intoxications aiguës, c'est lié au milieu professionnel. Après, il y a des intoxications aiguës qui ont pu arriver, mais c'est un peu plus rare, par exemple des canalisations en plomb. Mais c'est quand même plus rare. Par contre, en fait, finalement, le plus gros des problèmes, c'est l'accumulation à long terme. Parce que ce sont les métaux lourds. Le problème, c'est la toxicité, mais aussi le fait qu'on n'élimine pas facilement ces composés et qu'ils s'accumulent. Donc, c'est bien ça. Et donc, peut-être que pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on n'a pas accumulé suffisamment pour que ça déclenche une pathologie ou que ça provoque un problème ou qu'il y ait des symptômes qui apparaissent. Mais peut-être qu'au bout de 20 ans, 30 ans, on va atteindre des niveaux qui, là, vont amener potentiellement à des développements de pathologies. Juste question pour toi, Doc. Comment est-ce que ça s'est mesuré? Je veux dire, c'est difficile, non, de répliquer, par exemple, une petite exposition sur 10 ans, 20 ans sur une personne. Alors ça, c'est assez compliqué. Alors ça, souvent, il y a des modèles qui sont faits au niveau aussi du modèle animal, puisque du coup, les animaux, on prend une souris, elle a une durée de vie, on va la comparer à l'homme, elle a une durée de vie qui est beaucoup plus courte. Donc là, on peut faire des expositions, une exposition d'1 an chez la souris, ça va correspondre à beaucoup plus d'années chez l'homme. Après, des calculs qui sont faits en fait, pour essayer de transposer les données de la souris par rapport à l'homme, et on met des marges d'incertitude parce que bien sûr l'homme n'est pas une souris, donc il y a des choses qui sont différentes, on n'a pas le même métabolisme, etc. À quelques études épidémiologiques, on fait des suivis, mais probablement que sur certains composés, on n'aura pas les réponses aujourd'hui parce que qui dit suivi épidémiologique, ça dure longtemps en fait. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, l'exposition à long terme. Et toi, Alexandre, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ces métaux lourds particulièrement? C'est quoi les systèmes de filtration qui permettent de les enlever? Est-ce qu'il existe des systèmes de filtration aujourd'hui qu'on peut utiliser qui permettent de réduire le taux de ces métaux lourds dans l'eau? J'aimerais faire juste un sommaire de tout ce qui existe, tout ce qui est possible et les différents types de filtration sans rentrer trop dans les détails. Mais je pense que c'est important que tout le monde ait une idée. Donc, si on part
de la façon la plus basique de filtrer de l'eau, tu prends un tissu et c'est un filtre à sédiments. Tu fais passer ton eau à travers. S'il y a du sable, ça va être retenu. Ensuite, on va dire, tout ce qui est plus petit que tes trous dans ton t-shirt, dans ton tissu, va passer. Ça, c'est un peu la conception de filtration d'eau. Ensuite, on a quelque chose qui est un peu plus sérieux, on va dire, qui est les filtres à charbon. Donc, les filtres à charbon, c'est les carafes filtrantes, ce qui existe, qui est très commun, qui, en fait, comment ça focus dessus, c'est sur surtout la chlorine, le chlore qui est dans l'eau. Donc, ça améliore vraiment le goût. Est-ce que Donc le charbon va retenir le chlore. Ouais, il absorbe en fait. L'eau passe au travers dans nos carafes. Là, ma carafe Brita, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aussi, bon, je sais pas si on peut les nommer, mais j'ai une carafe. Je mets mon eau, elle va passer dans mon filtre. Le charbon, lui, il va retenir le chlore principalement. C'est pas qu'il va le retenir, c'est qu'il va l'absorber. C'est un peu différent. Et c'est n'importe quel filtre à charbon qui utilise ça comme principe va absorber le chlore, ainsi que des éléments. Par exemple, si tu as des sédiments, ton filtre à charbon va aussi aider à ça. Même si ce qui est plus courant, c'est d'avoir un filtre à sédiments avant ton filtre à charbon. C'est en fait pas dans une carafe Brita, mais en général... La carafe Brita, elle a un filtre à sédiments. À sédiments, juste avant. La majorité ont ça. Et même des systèmes plus sérieux de filtration d'eau ont quand même, par exemple, un filtre à charbon. Parce que le filtre à charbon est extrêmement bon pour enlever ça, surtout le chlore de l'eau. Très bien. Donc vraiment, ça fait un changement de goût. Après, si on parle un peu plus sérieux, on parle microfiltration, par exemple. Et microfiltration, là, on est dans l'échelle micro. Et c'est la même chose que le tissu, que je parlais tout à l'heure, mais le trou est beaucoup plus petit. Donc, c'est une membrane, presque, qui va retenir ou repousser tout ce qui est plus grand que le micron. Donc, ça inclut certains métaux lourds, ça inclut une grosse famille de choses, pas les pathogènes encore, etc. Et donc, ça, c'est quoi comme filtre ? Il y a des filtres à micron. À micron. Ouais. Et c'est par exemple Berkey, ils ont une couche qui est filtre à micron. Il y a différents systèmes. C'est le moins, je dirais, populaire en termes de ce qui existe sur le marché. Ce qui est très populaire, c'est les filtres à charbon. Filtres à sédiments, parce que c'est pas cher. En gros, tu dois le remplacer. Mais le caveat ou le point important à préciser sur les filtres à charbon, c'est que une fois que le charbon est saturé, il a absorbé, c'est pour ça il ne fait plus rien. Oui, c'est pour ça qu'on doit le changer régulièrement. C'est ça. Et ça, c'est un gros problème dans la logique des filtres à charbon, c'est que le client ne change pas. Et ça, c'est un truc qui est fondamental parce que le filtre ne marche plus, en gros. Et pas seulement ça, mais il peut retenir certaines bactéries, etc., si c'est laissé assez longtemps dedans. Parce que c'est humide, c'est chaud comme média. Il y a ça. Ensuite, un peu plus sérieux, encore une fois, on rentre là dans la nanofiltration. Même principe, encore une fois, c'est le trou devient de plus en plus petit et tout ce qui ne peut pas passer, il se fait bloquer. Maintenant, sur les nanofiltrations, et ce qui est plus sérieux que ça, il faut une pression externe parce que si on prenait ce tissu-là avec les trous petits comme nano et on faisait passer l'eau comme une carafe filtrante verticalement, ça déchirerait la membrane. Parce que la membrane n'a pas le temps de faire passer l'eau. Donc, le but, et ça s'appelle cross-flow filtration versus dead end. Donc, quand tu fais passer une eau non verticale, ça laisse le temps aux molécules d'eau de passer la membrane et aux contaminants ou ce qui n'est pas désirable d'être rejeté par la membrane. Et donc, du coup, tu peux utiliser ça beaucoup plus longtemps parce que ça ne se sature pas. C'est constamment... évacué exactement du filtre. Donc, c'est un des avantages là quand on rentre dans... Et ça, il faut qu'il y ait une pression extérieure, c'est ça que tu disais? En général, oui. Donc, ça ne peut pas être une carafe? Non, ça ne peut pas être une carafe. Et donc ça peut marcher avec la pression de ton robinet, par exemple? Oui. Parce qu'il y a des fils qui se vissent sur ton robinet. Ça peut fonctionner? Oui, dépendamment. Je dirais la pression minimale qui est dans l'eau du robinet, dans un immeuble ou une maison, c'est 30 PSI, plus ou moins. Et oui, c'est assez. C'est juste ça prend plus de temps. Le moins la pression est, il y a comme une relation inverse, le plus de temps la filtration va prendre. Donc après ça, là on rentre vraiment dans les trucs sérieux, c'est l'osmose inverse. Donc l'osmose inverse, c'est encore plus petit, si on pense à ces trous-là, encore plus petit, donc ça rejette encore plus, jusqu'aux les minéraux qui sont dissous. Donc c'est à ce point que les trous sont petits dans cette membrane-là, où il faut donc cette pression-là pour faire évacuer les contaminants, et c'est pour ça que nous, dans notre système, on a
le wastewater, l'eau de rejet du système. Et après ça, je dirais ce qui est encore plus efficace en filtration, c'est même la distillation. Distillation, c'est faire bouillir de l'eau, récupérer la vapeur, la condenser. Et là, vraiment, c'est même plus... Elle est pure. C'est le plus pur. Mais il y a quand même des choses qui passent dans la distillation. Il n'y a pas une façon miracle d'avoir l'eau parfaite. D'accord, ok. Mais pour revenir à ma question, dans tout ce que tu viens de nous exposer, qu'est-ce qui filtre les métaux lourds? Dans un certain sens, même un filtre à sédiments peut filtrer des métaux lourds. Ça dépend du métal et ça dépend de ton mesh, de ton filtre. Mais ce qui est le mieux, le top pour vraiment avoir presque rien, et ça, c'est n'importe quelle étude de la qualité d'un filtre dira ça, osmose inverse ou distillation, tu enlèves 99% de ces métaux lourds. Okay. Après, il y a des choses qui sont plus petites, encore plus difficiles à enlever. Nanoplastique, là, on rentre encore plus dans les détails. Les nanoplastiques passent dans l'osmose inversée et dans le... Pas dans l'osmose inverse, mais par exemple, en nanofiltration, c'est limite. Okay. Microfiltration, oui. Et les nanoparticules de plastique ne sont pas encore aujourd'hui facilement détectables. Okay. C'est pas, même microplastique, on vient de rentrer dedans. La question que je me posais, c'est est-ce que toi qui proposes des systèmes de filtration, est-ce que tu conseilles aux gens de tester leur eau du robinet? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de tester son eau du robinet pour savoir en fait qu'est-ce qu'on a réellement? Parce que chez Lucie, on parle beaucoup de tester avant pour optimiser, tu vois, d'avoir la donnée et de savoir sur son corps, comment son corps fonctionne, en fait, faire des tests et on va retrouver tout un tas de choses dans sa prise de sang et on va pouvoir l'analyser et donner des conseils et partir d'une vraie data. Et c'est un peu l'idée de dire, en fait, ça sert à rien de prendre des compléments alimentaires si tu t'es pas testé avant parce que ça se trouve, tu n'as pas de carence ou alors tu es déjà en excès, ou etc., etc. Là, c'est un peu le même sujet. Est-ce que vendre un système de filtration osmose inverse, la grosse artillerie lourde, entre guillemets, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt en amont de dire aux gens, en fait, teste ton eau, et est-ce que c'est facile aujourd'hui si moi, demain, je veux tester mon eau et me dire, savoir qu'est-ce qui arrive réellement à mon robinet, est-ce que j'ai des moyens de tester ça facilement ou ça coûte très cher et c'est que les ARS qui font ce genre de tests parce que... L'idéal, ce serait que tout le monde teste son eau, okay. Mais il y a différentes échelles de tester l'eau. Aujourd'hui, tu peux sur Amazon acheter un test de TDS, par exemple, et tu mets dans l'eau, ça va te donner un chiffre. Donc ça, c'est un test d'eau. Tu peux avoir des pastilles de pH. Et si tu mets dans ton eau, tu attends 30 secondes, ça te donne ton pH. Ça, c'est un test d'eau. Après, ça ne teste pas le pH, ça ne va pas te donner mais c'est ce que je dis. Le taux de chlorure, le taux d'hormones, après, le taux de médicaments dans l'eau, etc. Bien sûr. Donc après, pour les trucs plus sérieux, et si on veut vraiment faire un test compréhensif de l'eau, là, il faut normalement contacter un laboratoire. C'est pas très facile. Et ensuite envoyer des échantillons et ça coûte cher aussi. Pour un test seulement, par exemple, bactériaux, métaux lourds, c'est 200-300 € en général. En tout cas, en Angleterre. Après, je sais pas ici, peut-être c'est différent. Donc, c'est idéal, ce serait que tout le monde teste son eau. Mais puisque c'est pas quelque chose que la majorité des gens font et prennent le temps de faire et veulent investir dedans, nous, ce qu'on dit, c'est on va tout enlever de l'eau, on va utiliser la technologie la plus adaptée à tout enlever de l'eau, la plus efficiente, efficace. On te pardonne tes anglicismes. Merci beaucoup. Donc, puisque vous n'allez pas, on sait, faire toutes les analyses, même analyse microplastique, c'est quelque chose de difficile à faire. Pas tous les laboratoires peuvent faire. Donc, nous, on garantit de la façon la plus transparente quels sont le taux de rejet, etc., de chacune des contaminants. Ok, donc vous préférez prendre la méthode un peu... c'est ça. un peu large spectre. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, je pense qu'il y a deux choses à différencier. Je pense que l'intérêt, si quelqu'un veut tester son eau, je pense qu'il y a des cas où il peut avoir un intérêt. C'est par exemple quelqu'un qui vit dans une vieille maison sur laquelle il y a un doute. Voilà, c'est une maison qui a été construite dans les années 60, 70. Il a un doute sur les canalisations, par exemple. Tester le plomb à la sortie du robinet. Parce qu'attention, les analyses de l'eau qu'on donne, c'est à la sortie de la station. Mais ça peut être exemple de plomb. Par contre, si nos canalisations à nous, en tant que particuliers, contiennent du plomb, là, on peut avoir du plomb à la sortie du robinet. Donc, c'est important de tester à la sortie de son robinet. Donc, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles, pourquoi pas doser l'eau. Typiquement, les gens
qui ont des vieilles maisons, les personnes qui vivent à côté de champs, par exemple. Ils ont des champs à côté, il y a des épandages de pesticides, de produits phytosanitaires. Donc, si on vit à côté de ces endroits-là, ça peut présenter intérêt peut-être de faire une analyse de l'eau. Quand on vit à côté des aéroports, notamment, parce qu'on peut avoir des contaminations hydrocarbures, les PFAS aussi. C'est dû aux mousses, notamment, quand ils font des tests ou autres, les mousses pour éteindre les incendies, les avions, il y a des PFAS dedans, c'est possible. Donc, autour des aéroports, autour aussi de zones, si on a des grandes zones industrielles autour de où on habite. Donc, à mon avis, il y a des cas particuliers comme ça qui peuvent être intéressants. Ça peut être intéressant dans ces cas-là d'envisager de tester son eau du robinet, mais étant donné qu'on sait que même si elle est conforme, les eaux du robinet contiennent quasiment toutes même si c'est des résidus, contiennent quasiment toutes des résidus de pesticides. Elles contiennent beaucoup d'eau, contiennent des résidus de certains métaux lourds. On retrouve des PFAS. Pour juste citer un exemple sur un des PFAS, parce que c'est un PFAS un petit peu particulier, là c'est le TFA. C'est un nouveau PFAS. C'est un très petit PFAS, mais du coup, le fait qu'il soit petit pose aussi problème parce que du coup, il migre très facilement, il va se disséminer très facilement dans l'environnement. Et ça, c'est un PFAS en fait, qui n'est pas encore inclus dans la liste des 20 PFAS. D'accord. Il y a une étude de l'ANSES qui a été faite en 2025, donc très récente, qui a montré qu'il y avait en fait plus de 90% des eaux qui avaient été analysées qui contenaient des niveaux détectables de ce PFAS-là. Et en plus, les eaux, on avait des teneurs dans ce PFAS-là qui étaient quand même différentes en fonction des eaux. Okay. Donc déjà, on peut se dire, si on se base juste sur un seul composé, qui est le TFA, ce PFAS-là, il y a 92% des eaux qui sont contaminées. Et ils ont fait ça sur toute la France? C'était fait en France, ouais. En France, C'était fait en France. Et ça vient d'où Celui-là, il n'est pas nécessairement utilisé dans les pôles anti-adhésifs, il est utilisé dans l'industrie. Je ne saurais plus dire exactement celui-là où on le retrouve, mais en tout cas, c'est encore... 92% dans les eaux, quoi. Oui, donc ça, c'est un chiffre quand même qui n'est pas négligeable. Et pour les résidus de médicaments, alors c'est beaucoup moins, mais il y a 75% des eaux qui sont conformes, ça c'est pour les gens qui sont positifs, et pour les gens qui sont négatifs, 25% du coup contiennent en fait quand même des résidus médicamenteux détectables. Une eau sur 4, c'est quand même pas négligeable. Donc si on part du principe que notre eau contient quand même des résidus de ces composés-là, même si ça ne présente pas de risque immédiat sur la santé, on sait que l'exposition à ces composés, et sur le long terme, il faut mieux l'éviter. Il y a, on va dire, tout intérêt d'éviter au maximum d'être exposé à ces contaminants-là. Donc voilà, donc, ce qui veut dire que même si on a une eau conforme, il y a un réel intérêt aujourd'hui quand même de la filtrer. De la filtrer. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est pas facile de tester la qualité de son eau à la sortie parce que ça coûte cher, parce que c'est des labos qui le font, etc. Est-ce qu'on peut mesurer notre exposition à nous, en tant qu'être humain, à tous ces composants? Alors les PFAS, c'est pas la plupart des laboratoires, mais certains laboratoires particuliers proposent le dosage de certains PFAS. Souvent, c'est pas les 20, c'est petites dizaines, ou voilà, mais en tout cas, c'est possible de le faire. Donc c'est biologie médicale, hein, on est d'accord? C'est ça. C'est prélèvement sanguin. Donc on va regarder dans le sang et on va voir la concentration de ces PFAS. Alors la problématique de cette analyse, c'est qu'en fait, finalement, la norme qui est donnée par le laboratoire, c'est par rapport à l'exposition générale. Donc, comme aujourd'hui, tout le monde est contaminé, ce que va nous dire le laboratoire, c'est que vous êtes un peu moins contaminé que les autres, comme les autres, ou plus que les autres. Donc, c'est là où est la problématique. Et on ne connaît pas la norme, on ne sait pas si... Enfin, c'est pas comme avec le HDL ou le LDL. Non, on n'a pas de norme. La norme, toxique, norme santé, si on devrait la définir, c'est pas du tout dans le monde idéal. Ça n'a rien à faire dans notre corps, ça. C'est comme les métaux lourds. Les métaux lourds, ils n'ont aucune fonction dans notre corps. Le plomb n'a aucune fonction connue physiologique. Donc, si on devait définir une norme santé, ça serait 0. Mais c'est pas atteignable. Il n'y a personne qui a 0. Donc, on peut mesurer les métaux lourds dans le sang. Dans le sang, dans les urines, et également dans les cheveux. Alors, les analyses présentent des intérêts différents, on va dire. En fonction du fluide ou du tissu considéré pour le cheveu ou du fluide considéré, ça ne va pas te donner nécessairement les mêmes informations. Le sang, pour les métaux lourds, c'est particulièrement pour les expositions récentes et plutôt, on va dire, aiguës. Après, si on cherche plus les expositions dites chroniques, les cheveux, par exemple, restent quand même un bon marqueur. Plus intéressant dans ce cas-là. Après, il y a dans les urines, par exemple, c'est intéressant pour le cadmium. Ça, on le sait, parce que le cadmium, le cadmium urinaire va être, on va dire, un reflet plutôt de l'exposition chronique au cadmium. Donc, dans les urines, c'est intéressant pour le cadmium. On peut doser aussi le mercure dans les urines, mais on va doser plutôt le mercure dit
inorganique, parce qu'il y a Ok. 2 formes de mercure, inorganique et organique. Le pire, c'est l'organique, c'est le méthylmercure. Ok. C'est celui qui est le plus toxique pour le système nerveux. D'accord. Et le méthylmercure, du coup, c'est les cheveux qui sont plus intéressants. Ok. Parce que dans les cheveux, on va doser justement ce méthylmercure. Donc, si on veut avoir une information sur le méthylmercure qui provient principalement de l'alimentation et des poissons, qui sont contaminés, des gros poissons, des gros poissons gras, ils sont surtout contaminés en méthylmercure, les fruits de mer également. Donc si on veut une information sur le méthylmercure, c'est plutôt dans les cheveux. Si on veut une information sur le mercure, on va dire de manière générale, que ce soit l'organique ou l'inorganique, on peut doser sans le sang. Là, dans le sang, on ne sait pas faire la différence entre l'organique et l'inorganique. D'accord. Et après, dans le sang, voilà, il y a toujours cette petite problématique qui est, en fait, c'est plutôt pour voir une exposition plutôt récente. On n'aura pas l'information de la charge totale du corps, puisque le problème des métaux lourds, c'est qu'ils se fixent dans des tissus. Et donc, du coup, parfois, dans le sang, on est bon, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est quand même pas dans les tissus. D'accord. Donc, c'est pour ça que des fois, les analyses de cheveux, par exemple, peuvent présenter un intérêt, ou des analyses urinaires. Alors, il y a même des analyses urinaires particulières. Alors là, c'est fait sous supervision d'un médecin. Il y a certains pays, notamment la Suisse, ils sont beaucoup plus ouverts à ça, où on va faire des analyses sous chélation. C'est-à-dire qu'on va donner un composé qui va permettre de faire sortir les métaux lourds, et on va regarder ce qui sort dans les urines. Et du coup, on va mesurer dans les urines après chélation, et ça va permettre de voir la charge toxique, on va dire générale, après sortie de ces métaux lourds. Mais ça, c'est fait sous supervision médicale parce que... Oui, parce que ça peut être dangereux. Enfin, si c'est mal fait, il faut vraiment une surveillance. Tout le monde ne peut pas le faire. Les gens qui ont des problèmes rénaux. Je crois que c'est interdit en France, c'est ça? En France, c'est pas très, on va dire, c'est généralement pas fait, pas forcément très autorisé. Donc souvent, c'est d'autres pays qui pratiquent ça. Exemple de la Suisse ou des pays comme l'Allemagne ou autres qui vont faire ces dosages par chélation. Et voilà, on peut retenir qu'on peut le doser effectivement dans le sang, dans les urines et dans les cheveux. Et chaque endroit, chaque compartiment va présenter un intérêt différent en fonction de ce qu'on veut savoir et en fonction du métal lourd. Je rebondis un peu, mais chez Lucie, on vient récemment de lancer un add-on toxicologie. Donc désormais, on mesure le plomb, le mercure et le cadmium. Et donc du coup, l'idée, c'est, comme tu disais, c'est pas de conclure à une intoxication, mais c'est plutôt de regarder le système dans son ensemble et de regarder un peu la quantité de plomb, de cadmium et de mercure que la personne présente dans son corps, et après de le mettre en corrélation avec les autres marqueurs et de pouvoir donner des conseils. Ça va permettre à la personne d'avoir des infos sur son environnement, sur sa nutrition. C'est plutôt ça qu'on va essayer d'adapter, nous, plutôt que de détecter des intoxications qui sont quand même extrêmement rares aujourd'hui en France. Est-ce que vous pouvez savoir la provenance, par exemple, du mercure dans la personne, le lifestyle de la personne? C'est très difficile, mais ça va donner des indications. Savoir si une personne a un taux de mercure, comme tu disais, plus élevé que la moyenne, on va se poser des questions, soit sur son alimentation en fonction de comment il s'alimente. Effectivement, s'il mange beaucoup de poissons, de gros poissons gras, va nous dire je mange du saumon, je dis des bêtises, mais 3 fois, 4 fois ou 5 fois par semaine. Il y a des gens qui sont fans de saumon. En fait, on va pouvoir avoir des indications sur ça. Après, ça peut venir de l'environnement, du coup, et donc là, ça va nous donner des indications. Mais il y a les amalgames dentaires aussi. Maintenant, les anciens, parce qu'aujourd'hui, on pose plus d'amalgame au mercure, mais c'est une source d'exposition aussi, parfois chez certaines personnes. Et plombages, comme on les appelle. Fameux plombages. Plombage de plomb. On mettait du plomb dans les caries, pour boucher les trous des caries. Et on a arrêté, effectivement. Mais... Il y avait aussi le mercure. Il y avait beaucoup de mercure aussi. On pourrait trouver du mercure également. Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier la source de ces métaux lourds, ou est-ce que le composé peut nous donner une indication? Est-ce que, si moi je ressors avec des analyses où j'ai du cadmium assez élevé, quel est mon moyen pour invalider ou valider que c'est telle ou telle source qui me fournit ce cadmium? Je mange trop de chocolat qui vient d'Afrique. Je ne sais plus si c'est l'Amérique du Sud. Non, c'est l'Amérique du Sud. C'est très intéressant avec le cadmium parce que tu as un peu 2 profils. Tu as les gens qui vont fumer. La fumée de cigarette et la cigarette, le tabac, et on va dire chez les fumeurs, ça va être la première source d'exposition au cadmium. Chez les non-fumeurs, 98% à peu près de l'exposition au cadmium, c'est via l'alimentation. Donc déjà, la première chose à faire, si quelqu'un a des niveaux de cadmium qui sont trop élevés, d'ailleurs c'est une prise de sang qui vient d'être remboursée en France, tout à fait. parce qu'on a découvert que la population, on n'est pas les seuls, mais notamment la population française est assez exposée au cadmium, et donc du coup on s'intéresse un petit peu à regarder et du coup l'exposition des Français. Donc du coup à ce titre-là, pour une fois il y a une bonne chose, on rembourse, d'habitude on dérembourse des analyses, mais là du coup on rembourse l'analyse du cadmium, et donc du coup le cadmium, si quelqu'un est contaminé, on va dire à des niveaux de cadmium beaucoup trop élevés,
la première des choses à lui demander, c'est est-ce que vous fumez? Si oui, ça va être peut-être une raison de le Ouais, convaincre d'arrêter de fumer. En lui parlant des effets délétères du cadmium, ça risque de donner des problèmes rénaux, hein, ça peut donner des pathologies rénales non négligeables. Il y a aussi un effet, le cadmium aussi pourrait provoquer l'augmentation de certains cancers. C'est aussi très mauvais pour la santé des os. Donc il y a encore plein de choses qu'on connaît sûrement pas sur le cadmium, mais voilà, le cadmium, c'est vraiment le principal ennemi du rein, c'est le cadmium, hein, là dans ces métaux lourds. Et donc si quelqu'un dit qui est intoxiqué au cadmium dit je ne fume pas, c'est que probablement ça vient potentiellement de son alimentation. Ok. Et on sait que les céréales, notamment, le blé, est une source aussi de cadmium. Et du coup, le blé, il y en a partout. On en mange beaucoup en France. C'est pour ça aussi qu'on est exposé du fait aussi de notre alimentation. Le blé, les produits céréaliers et les pommes de terre également, le chocolat. Après, le chocolat, on en mange, mais je pense quand même que notre source d'exposition, ça peut être un peu plus le blé et finalement les céréales, du coup, que le chocolat. Mais globalement, il va falloir différencier comme ça. Soit les gens fument, soit les gens, soit c'est leur alimentation, soit parfois c'est les deux aussi. Donc si quelqu'un mange plein de chocolat, plein de blé, fume, alors là c'est le combo ultime. C'est le combo ultime. Mais est-ce que la molécule est la même pour, par exemple, je sais pas, cadmium, c'est la même peu importe la provenance? Oui. Ouais, C'est pas comme le mercure, on a du coup des formes organiques et inorganiques, et par exemple la forme méthylmercure, ça c'est surtout dans les poissons, notamment. Mais là, oui, c'est le cadmium, c'est le même qui est retrouvé partout. Oui. On s'approche de la fin de ce podcast. J'ai encore deux sujets que j'aimerais qu'on traite. C'est à vous entendre. Donc, il y a énormément de choses dans l'eau du robinet notamment. Donc, est-ce que nécessairement l'eau de bouteille est meilleure que l'eau du robinet? Et je vois souvent passer plein de choses là-dessus sur le marketing de l'eau en bouteille qui est très fort. L'eau de montagne, l'eau de source, la pureté, etc. Est-ce que nécessairement l'eau de bouteille est meilleure que l'eau du robinet? Parce que c'est naturel, c'est bon, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, je répondrais, ça dépend de la qualité de ton eau du robinet, fondamentalement. Mais je dirais que, et le docteur peut me corriger si c'est faux, mais l'eau en bouteille est beaucoup plus réglementée. En tout cas, il y a plus de contrôle pour un client qu'une eau du robinet. Parce qu'eau du robinet, encore une fois, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer. L'eau en bouteille, il y en a peut-être un peu moins. Sur les contrôles, généralement, tout ce qui est réglementation sur la potabilité de l'eau, c'est à peu près les mêmes critères. Enfin, il y a quand même une différence qui est, c'est que en fait certaines eaux, ça peut paraître drôle, mais certaines eaux minérales, si on les met à la réglementation de l'eau du robinet, elles ne seraient soi-disant pas potables parce qu'elles sont trop minéralisées. Donc ça, c'est la différence. C'est pas que les eaux minérales, souvent, il y a des eaux minérales, enrichies en magnésium et choses comme ça. Sont naturellement riches en magnésium, comme la Contrex, Courmayeur. Il y a des eaux très riches en calcium, des eaux très riches en magnésium. Donc il y a le côté eau minérale, c'est un peu la vertu santé, parce que du coup on leur attribue certaines vertus de santé comme l'eau de Vichy, etc. Oui, qui est bonne pour le transit. Exactement, la Contrex pour le transit, parce qu'elle est riche en magnésium. Voilà. Donc l'eau minérale, à ce côté-là, on dit le côté un peu aussi marketing, le côté santé qu'on essaie de mettre en avant parce qu'elle est riche en tel et tel minéraux. Les eaux minérales ou les eaux de source, elles sont puisées. Par exemple dans des nappes phréatiques, sauf que ces mêmes nappes phréatiques peuvent servir à faire de l'eau du robinet. Donc quand les nappes phréatiques sont polluées, la pollution restera dans l'eau, qu'elle arrive dans le robinet ou qu'elle termine dans une bouteille en plastique. Mais il y a un problème avec la bouteille en plastique, c'est les microplastiques. Et là il y a un chiffre qui est c'est bluffant. Il y a eu une étude parce qu'on savait pas trop, il y avait plein de données sur les quantifications, combien il y avait de microplastiques dans une bouteille d'eau, et il y a une étude, je crois que c'est autour de 2024, elle a été publiée, donc assez récente, c'est l'université de Columbia à New York qui a fait une étude et elle a identifié en moyenne pour 1 litre d'eau en bouteille 240 000 microplastiques. Et c'était même pas des microplastiques, 90% c'était des nanoplastiques en fait. Donc c'est encore pire, c'est encore plus petit, du coup ça pénètre encore plus dans les tissus, ça passe encore plus l'intestin, donc les nanoplastiques sont encore plus problématiques que les microplastiques. Donc c'est énorme, donc 1 litre d'eau en bouteille, en moyenne 240 000 microplastiques. Et ça, on a une comparaison avec 1 litre d'eau du robinet pour avoir un peu la différence. Il y a beaucoup moins de microplastiques dans une eau du robinet. C'est pas réglementé, le contenu de l'eau du robinet en microplastique ou en nanoplastique. Il n'y a pas de réglementation là-dessus, mais globalement c'est beaucoup moins riche. Parce que le
la question, c'est la bouteille. C'est la bouteille qui, en fait, qui c'est le contact de l'eau dans la bouteille plastique et le bouchon. J'avais lu une étude sur ça, sur les bouchons. Oui. Et en fait, même dans les gourdes recyclables qu'on nous vend, en fait, il y a énormément de gens qui ont plein de microplastiques dans leurs gourdes parce qu'en fait, ça vient du bouchon souvent. Oui. Les gens ont Ou les bouteilles en verre, à cause du bouchon. Voilà, il y a des microplastiques même dans le verre, dans le les verre, bouteilles en parce verre. que à cause du bouchon. Voilà. Donc du coup, globalement, c'est à cause du contenant. Donc forcément, l'eau du robinet, on peut se dire, il y aura moins de microplastiques. Mais oui, ça on le sait, qu'il y en a moins. Aussi, si je peux dire, le plastique se dégrade comme n'importe quelle autre chose et la logistique autour de l'eau en bouteille, elle est énorme. Si on regarde une marque comme Fiji, qui est elle vient de l'île de Fiji, elle est embouteillée là-bas, mise sur des bateaux. La logistique durant des mois jusqu'en Amérique et ensuite de l'Amérique c'est transporté en Europe. En plein soleil, dans la chaleur, dans le bateau. Ouais. Non, ça c'est sûr qu'il y a un vrai sujet environnemental, il y a un vrai sujet logistique, il y a un vrai sujet CO2, etc. Mais il y a aussi ce sujet, en fait, le contenant n'est pas un bon contenant pour transporter de l'eau. Ça m'amène à ma dernière transition, qui est, tu nous as présenté un peu toutes les solutions de filtration. Ma question c'est, si l'eau du robinet n'est pas de bonne qualité, si les bouteilles, c'est pas forcément... j'ai l'impression que pour avoir une eau de qualité, finalement, il faut se tourner vers les systèmes de filtration. Tu nous as déjà présenté pas mal tous les systèmes, donc on voit à peu près. Chez Skouma, vous avez choisi l'osmose inverse. J'aimerais comprendre pourquoi et pourquoi vous avez cette technologie de reminéraliser derrière. C'est quoi l'intérêt de boire une eau minéralisée versus non minéralisée? Ou est-ce qu'il y a un danger? Ou est-ce que c'est mieux? C'est juste mieux? Enfin, voilà, juste comprendre l'impact. Ouais, donc sur la première question, quand j'ai fait le sommaire de toutes les façons de purification, la façon qui est la plus globale, et tu l'as comparé à un tank, c'est l'osmose inverse. Oui. Parce que vraiment, c'est plus une question d'isoler les contaminants et savoir est-ce que ça enlève ou pas. On va tout enlever, incluant les minéraux dissous. Oui. Donc là, on arrive sur une eau qui n'a plus rien. C'est juste presque. C'est un peu, c'est l'eau. On appelle ça. Moi, j'appelle ça l'eau déminéralisée. C'est l'eau qu'on met dans le. C'est l'eau qu'on met dans le fer à repasser parce qu'on veut pas qu'il y ait de calcaire dans notre fer à repasser. C'est l'eau déminéralisée. Donc en fait, c'est de l'eau qui a été enlevée de tous ces. Et souvent, c'est de l'eau qui a été. Ce que tu disais toi, distillée. Ouais, il y a les deux termes. Il y a l'eau déminéralisée et l'eau distillée. C'est la même chose. L'eau distillée, si tu mesures, a une conteneur en minéraux encore moins que l'eau déminéralisée. Okay. L'eau déminéralisée, je pense, c'est jusqu'à 5 ppm par million. Eau distillée, techniquement, tu as 0 et normalement, tu as 0. Nous, on est parti par cette approche-là de tout enlever de l'eau. Ensuite, il y a la question de, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions, de misconceptions. Oui, de mauvaises conceptions. Mauvaises conceptions autour des minéraux dans l'eau. Est-ce que c'est nécessaire, c'est pas nécessaire? Oui. Est-ce que je peux boire une eau osmose inverse directement qui sort de la machine et qui est déminéralisée? Quand j'étais à l'école, et sûrement quand vous faisiez vos TP de chimie, on utilisait l'eau distillée et le professeur dit ne bois pas, sinon tu vas être aveugle. Bah oui. Il y a pas aveugle, mais... Moi, il disait ça. Ah oui, il disait ça. Ouais. Donc il y a beaucoup de conceptions un peu folles. Donc c'est quoi la vérité? Comme le docteur a dit tout à l'heure, et ça ne va pas tuer de boire de l'eau déminéralisée, tu ne vas pas te mettre à vomir, etc. Ce n'est pas recommandé. Et la recommandation vient de WHO, l'OMS, c'est ça, de l'OMS, qu'il faut qu'il y ait une conteneur au moins de 150 ppm de conteneurs en minéraux. Après, il n'y a pas, au meilleur de ma connaissance, des études qui ont été faites sur une consommation d'eau déminéralisée sur des décennies, sur des personnes. Peut-être il y en a, je ne sais pas. Mais c'est juste... Je pense pas. Ouais, il y a une différence entre c'est dangereux ou c'est pas optimal. Oui. Donc, c'est clair que c'est pas optimal puisque ça n'existe pas vraiment dans la nature, une eau déminéralisée. Tout a une conteneur en minéraux. Donc, notre corps s'est adapté à processer. À traiter une eau qui a une conteneur en minéraux. Après, il y a l'argumentation aussi, et c'est là où il faut faire la distinction entre effet marketing, et ce que le docteur disait tout à l'heure sur magnésium, ça aide pour ça, et ce qui est nécessaire dans l'eau. Nous, notre approche à la minéralisation, c'est de la rendre plus optimale, on va dire, et 2, ça change le goût de l'eau. En fait, si tu as une teneur, par exemple, en sodium, dans ton eau, tu auras un goût salé. Et si tu as une haute taux en magnésium, c'est un
un goût plus rond, plus alcalin, soft. on dit, mais Plus facile à boire. Donc nous, c'est pour ça que, et d'ailleurs notre taux la fameuse Contrex. c'est ça. Le taux de recommande pour nous sur les minéraux, c'est vraiment ça qui est notre business, et c'est vraiment parce que une eau déminéralisée n'a pas un très bon goût, donc tu ne vas pas en boire beaucoup, alors qu'une eau qui a une bonne minéralisation, profil de minéralisation, tu vas le boire beaucoup plus. Mais du coup, tu disais tout à l'heure que l'hydratation, c'était aussi, on ne cherchait pas que l'eau en tant que telle, on cherchait les minéraux qu'il y avait dans cette eau. C'est quoi l'intérêt de boire une eau minéralisée du coup ? Évidemment que tout l'apport des minéraux, elle se fait principalement via les aliments qu'on va manger. C'est pour ça que techniquement, si on a un bon apport, on va dire on mange de tout, on a un bon apport derrière en minéraux, le fait de boire une eau qui serait quasiment pas minéralisée, c'est des gens qui boivent des eaux très faiblement minéralisées, il n'y a aucun souci. D'accord. J'ai déjà bu moi de l'eau, j'avais plus de sachets de reminéralisation, j'ai déjà bu pendant quelques jours de l'eau qui n'avait pas été reminéralisée, qui sortait de la skouma, voilà, je suis pas mort, il s'est rien passé. Donc comme disait Alex, ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas optimum. Et de la même façon que quand on fait du sport, on a l'habitude, les sportifs, ils ont l'habitude d'acheter des électrolytes. Donc ils enrichissent leur eau, qui a déjà des minéraux, mais ils les enrichissent en électrolytes, justement pour compenser les pertes de sodium, de magnésium, etc. etc. Et donc quand on parle de s'hydrater, il y a le côté de l'eau en elle-même, de la molécule d'eau, H2O, qu'on connaît bien. Et puis il y a aussi tous ces minéraux, en fait, ils vont être importants. Ils vont être importants parce que l'eau, en fait, quand elle rentre aussi dans les tissus, dans les cellules, etc., il y a aussi des minéraux, en fait, qui vont rentrer dans ces cellules. À l'intérieur d'un milieu, en fait, d'une cellule, il y a des concentrations en minéraux, en électrolytes. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça, c'est l'eau est minéralisée. Donc c'est important que quand on utilise un système de filtration, c'est de revenir à la base. Qu'est-ce que l'eau dans la nature, partout où on va, il y a une présence de minéraux plus ou moins importante. Et donc, c'est important, suite à un processus d'osmose inverse qui va éliminer, alors pas 100% des minéraux, mais une bonne partie, d'ensuite de pouvoir rajouter pour pouvoir avoir une eau qui est reminéralisée et donc du coup avoir ce qu'on appellerait une bonne hydratation. D'accord. Donc il n'y a pas besoin, pas besoin d'acheter forcément des pastilles ou autres. On peut directement maintenant aujourd'hui avoir des systèmes de filtration, qui permettent la reminéralisation et de customiser aussi sa reminéralisation. C'est ça qui est bien. Parce que moi-même j'en ai une. J'ai une machine skouma chez moi et j'ai différents types de minéralisation. J'ai des minéralisations plus importantes. Il y a même des eaux qui sont alcalines. Donc on peut comme ça jongler entre une minéralisation un petit peu plus importante, pourquoi pas justement dans les périodes justement où il fait plus chaud, parce que là on perd plus en ce moment c'est un peu la canicule, un peu. Dans les périodes où il fait chaud on perd de l'eau, on perd aussi des minéraux, donc si on peut profiter justement de l'apport hydrique pour apporter des minéraux, c'est quand même relativement intéressant. D'accord, c'est très clair. Et du coup globalement on a accès à différents types de filtration. On n'est pas obligé d'aller tout de suite vers un système d'osmose inverse, mais on comprend bien que c'est ce qui finalement permet d'avoir à la fin la meilleure qualité. On enlève tout et puis on reminéralise derrière pour retrouver les effets naturels de l'eau. Très, très clair pour moi, je pense. Est-ce que j'ai oublié de vous poser une question sur l'eau et la qualité de l'eau ? Je pense pas. Je pense qu'on a tout couvert. Après, il y a une thématique qui est intéressante, c'est la thématique des électrolytes qui sont vendus dans le commerce et vraiment le besoin physiologique d'avoir par exemple 500 mg de sodium dans l'eau. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Ça pourrait être un autre épisode dessus, mais c'est intéressant aussi. Il y a énormément de débats sur à partir de quel... et c'est surtout la question principale pour moi, c'est à partir de quelle intensité d'effort on a besoin de se reminéraliser. Et bon, ça va vraiment dépendre de l'individu. C'est hyper personnel aussi en fonction de ses taux au départ. Et comme tu disais, en ce moment, on parle de canicule. On conseille aux gens de s'hydrater et de se réhydrater en électrolytes parce que on transpire beaucoup plus et donc on évacue beaucoup plus tous ces électrolytes. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Bon, merci à vous deux. Merci d'être venus sur le podcast de Lucie et au plaisir. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre écoute. Si vous voulez creuser et aller chercher dans vos biomarqueurs pour comprendre un petit peu plus justement tous ces cofacteurs, les éléments qu'on a pu aborder, rappelez-vous que vous avez un code pour tous les auditeurs du podcast 5OFF. Je remettrai ça en description. À bientôt et merci de votre écoute.